Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme c'était annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Filali Ousmane. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Filali Ousmane, professeur des universités, chercheur au CRJFC à Besançon, associé au Centre de droit des affaires et du commerce international, le CDACI de l'Université de Montréal aussi, et de CREDMI à l'Université de Dijon, ancien conseiller de gouvernement. Sa participation aujourd'hui, c'est une participation inédite au sein de cette émission parce que nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, notamment de parler de cette possibilité aussi d'être armé sur le plan juridique par rapport aux minorités. Comme tout le monde le sait, nous vivons actuellement une campagne assez importante sur les minorités, droit ou pas droit, laïcité ou pas laïcité. Et quoi qu'il arrive, nous vivons dans un pays de droit et vous êtes un homme de droit. Dans un premier temps, si vous le permettez, la Constitution française, qu'est-ce qu'elle prévoit déjà pour les minorités, quelle que soit sa religion ou quelle que soit son appartenance? Alors, d'abord, je tiens à souligner que la France est un État de droit et ce n'est pas évidemment courtiser les dirigeants ou les responsables du pays que de le dire. Et un État de droit avec évidemment une constitution qui garantit évidemment l'interdiction de discriminer entre les sujets, entre les personnes selon évidemment leur appartenance ou réelle ou supposée à une religion, une ethnie, une race, etc. Enfin, c'est le principe d'égalité. Et c'est non seulement l'interdiction aussi de toute discrimination, mais il existe des dispositifs, code pénal, code du travail, etc., qui évidemment sanctionnent des discriminations qui sont faites contre des sujets en raison de leur appartenance, je dis bien sûr, réelle ou supposée, à une ethnie, une race, une religion, en raison de leur appartenance syndicale ou politique. Et en la matière, il faut savoir que sur les questions qui concernent les discriminations dont sont victimes les Français ou les étrangers de confession musulmane, ces discriminations sont sanctionnées. La question, c'est est-ce qu'elles le sont suffisamment et est-ce qu'elles le sont systématiquement? Je pense que c'est peut-être là la faiblesse. Le dispositif juridique existe. Regardez, je prends un exemple. M. Zemmour a été condamné plusieurs fois. Là encore, la Cour de cassation a confirmé une condamnation de 2016-2017 parce qu'il avait tenu des propos racistes sur l'émission C'est à vous, diffusée le 6 septembre 2016. Il a été condamné par la Cour d'appel de Paris et la condamnation a été confirmée. Elle a été confirmée pour précisément deux passages. Je vais donner lecture de ces deux passages. Il a dit exactement, il a dit exactement, entre autres, beaucoup de propos racistes, beaucoup de dérapages, mais les phrases qui ont justifié la condamnation sont les suivantes. Il indique qu'il faut donner aux musulmans le choix entre l'islam et la France. Ensuite, il rajoutait la France, depuis 30 ans, vit une invasion. Et donc, dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, se joue une lutte pour islamiser le territoire. Ce qui a valu sa condamnation, très intéressante, et la confirmation par la Cour de cassation, c'est le fait qu'ils visent les musulmans dans leur globalité. Et donc, cette vision
des musulmans de leur globalité contient une exhortation implicite à la discrimination. Et donc, il a été condamné, évidemment, à une amende. Il devrait être condamné même à de l'emprisonnement, vous voyez, et de l'emprisonnement ferme. Et ce qui est plutôt problématique, c'est que des chaînes de télévision lui donnent une tribune, comme d'ailleurs l'a dit le journaliste Apathy, lorsque Dieu donné a été condamné pour des propos antisémites, il n'a pas eu le droit, évidemment, et c'est justifié qu'il n'ait pas le droit à une audience. Zemmour, il a le droit encore à une audience, même quand il est condamné. Alors, sachez en outre qu'il a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour contester la condamnation, parce que pour lui, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc lui a souvent critiqué la Cour européenne des droits de l'homme justement sur les questions de faits religieux. Il a souvent critiqué comme une atteinte à la souveraineté de la France. Et maintenant, il n'a pas hésité à faire un recours devant elle pour effectivement considérer qu'en étant condamné par les juridictions françaises pour des faits de racisme, finalement des propos racistes, eh bien, c'est sa liberté d'expression qui est remise en cause. Alors, la question, si vous permettez, M. Fillet-Rassoine, par rapport à ce cas précis, donc, vous avez parlé du cas de M. Zemmour, il y a un certain nombre de questions qui s'imposent. Premièrement, vous avez dit comme quoi il a été condamné et confirmé par la Cour de cassation. Oui, là, en septembre. Voilà. Bien. Et puis en 2011, excusez-moi, j'ai oublié de dire aussi, par exemple, en 2011, il a été condamné pour provocation à la haine, parce qu'il avait déclaré à la télévision toujours que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs et arabes. D'accord. Et il rajoutait, c'est comme ça, et c'est un fait. D'accord, parfait. Là, moi, je vais essayer de parler un petit peu de procédure. Ce que je veux dire, c'est que ça remonte. Justement, je vais essayer de parler un petit peu de procédure, si vous le permettez, puisque c'est votre domaine, vous le connaissez mieux que moi, mais il y a des questions qui s'imposent. Ce monsieur a été condamné. Et il y a une deuxième condamnation qui a été approuvée par la Cour de cassation. Donc, c'est un récidiviste. Tout à fait. Donc, c'est autre chose, là. Donc, la condamnation d'un récidiviste, ce n'est pas la condamnation d'une première fois. C'est la loi tout le monde le sait ça. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir un diplôme pour ça. On sait très très bien quelqu'un qui est récidiviste, donc quelqu'un qui persiste ici. Maintenant, sur la question de CNews, là où il passe, là où il a fait son émission, est-ce que la décision de la Cour de cassation a stipulé comme quoi ce monsieur, il n'a pas le droit de participer dans des émissions ou bien de tenir des propos dans d'autres émissions? Si c'est le cas. Non, la décision, en tout cas confirmée de la Cour d'appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation, n'est pas aller sur le terrain des sanctions disciplinaires que l'employeur peut prendre à son encontre. Vous savez que son contrat a été résilié chez RTL, qui a bien fait. Il sera difficile pour lui de attaquer la décision d'RTL, mais sur CNews, ils ne l'ont pas fait. Alors, en revanche, la responsabilité incombe sans nul doute au CSA, qui finalement tolère qu'il y ait des émissions où ce monsieur ne devra pas, en fait, tient des propos d'incitation à la haine raciale, provocation à la haine raciale, etc. Le vrai problème, d'ailleurs, elle l'a dit dans un édito Memona Interman, c'est que le CSA, même le jour où il a été à la Convention de la droite, n'a pas fait son travail. Elle aurait dû sanctionner la chaîne qui a diffusé l'intégralité du discours, qui est une incitation à la haine raciale. Donc le CSA aussi il y a eu une ouverture devant le parquet pour une information judiciaire, vous voyez, pour une enquête, en fait, pour déterminer si le discours qu'il a tenu peut donner lieu à des poursuites et des condamnations. Donc le CSA elle-même, il n'a pas fait son travail, si j'ai bien saisi. Non, le CSA ne fait pas son travail. Je pense que le CSA, qui aurait pu sanctionner la chaîne, en tout cas, il ne l'a pas fait, très clairement. Alors le CSA ne peut pas dire à une chaîne, vous devez licencier X ou Y, mais le CSA peut sanctionner la chaîne pour avoir été le média de propos racistes. Et on peut même se poser la question, savoir si à un moment donné, on ne peut pas aller sur le terrain de la complicité, en permettant, vous voyez ce que je veux dire, à quelqu'un, finalement, de donner un écho à des propos racistes. Je posais la question de savoir si le CSA n'aurait pas non plus aussi, sur ce terrain-là, sanctionné la chaîne, quoi. Or, la chaîne n'a pas été sanctionnée par le CSA. Justement, parce que là, là, je suis votre raisonnement. Et est-ce que le CSA est justiciable? Non. Ce qui peut, enfin, c'est un élément dont il pourrait être tenu compte, je pense, si jamais à un moment donné, dans un procès quelconque, par exemple,
une victime d'une discrimination n'obtient pas gain de cause jusqu'à la Cour de cassation et va devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez la manière dont, par exemple, un débat a lieu. Je peux vous donner un exemple qui est éclairant. C'est lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt. C'est la plus haute juridiction du Conseil de l'Europe, vous voyez, donc elle a eu à faire à des tas de situations, et notamment à la problématique de du voile intégral. Et à l'époque, la France avait interdit le voile intégral sur l'espace public. Il y a eu un recours qui est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et le 1er juillet 2014, dans cette affaire-là, la Cour européenne des droits de l'homme donc, indique que la loi d'octobre 2010 pouvait être adoptée parce que les États du Conseil de l'Europe disposent d'une marge de manœuvre pour s'ingérer dans l'expression d'une liberté individuelle ou d'une liberté vestimentaire et pouvaient, pour des raisons d'intérêt général, interdire en l'occurrence le voile sur l'espace public. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que la Cour dit, c'est que même si bien sûr, elle donne le droit à la France de légiférer, la Cour se dit, c'était dit à l'époque, et je cite, je ne rajoute rien, elle se dit très préoccupée par des indications selon lesquelles des propos islamophobes auraient marqué le débat précédant l'adoption de la loi du 11 octobre 2010. La Cour rappelle en outre que des propos constitutifs d'une attaque générale et véhémente contre un groupe identifié par une religion ou des origines ethniques sont incompatibles avec des valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention et ne relèvent pas du droit à la liberté d'expression qu'elle consacre. Bref, il ne suffit pas de susciter un débat, par exemple, comme le fait Ciotti, sur une proposition de loi qui interdirait le port du voile à des mères accompagnatrices pour ne pas être considéré comme raciste, parce que on sait, ces gens-là savent que la proposition de loi ne sera pas adoptée, que si elle était adoptée, elle serait censurée par le Conseil constitutionnel, mais en réalité, ils l'instrumentalisent à des fins politiques, et ce genre d'attitude est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez ? C'est-à-dire que même si, en l'occurrence, la France a adopté une loi, la Cour dit, mais à l'occasion des débats qui ont entouré l'adoption, qui ont précédé l'adoption de cette loi-là, finalement, on a stigmatisé une population par des propos discriminants. Et je dirais même que la Commission des droits de l'homme de Genève aussi a la même attitude à l'égard des États qui souvent s'en prennent aux minorités. La France n'est plus du tout, je dirais, l'exemple en matière de rayonnement et de protection des droits de l'homme. Elle fait partie des États qui ne respectent pas les standards internationaux en matière, alors je dis pour les détenus, les prisonniers, etc., elle a été condamnée à plusieurs reprises, mais aussi sur des questions de protection, un minimum de protection de ces minorités religieuses, ne serait-ce que la protection ou le respect du droit français. Alors les magistrats, j'insiste sur cet élément, font respecter la loi, mais les dispositifs juridiques, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives, et qui plus est, par exemple, dans cette affaire, vous savez, du conseiller régional qui agresse cette mère de famille, il y a une plainte qui a été déposée. Et la question, c'est est-ce que le dossier sera traité assez rapidement? Et s'il y a poursuite, est-ce que les juges appliqueront les sanctions les plus sévères? Je ne veux pas faire de procès d'intention ou de procès en bien entendu. Mais j'ai l'impression quand même que les Français de confession musulmane sont un peu, si je puis dire, moins bien traités, parce que c'est d'abord, finalement, cette justice-là aussi, elle ne traite pas, enfin, en tout cas, quand on voit donc les décisions judiciaires, on les trouve manifestement, en tout cas par rapport à des faits de racisme, les sanctions sont insuffisantes. Et la preuve, c'est qu'il y a des récidives, et Zemmour sait que de toute façon, il peut récidiver. C'est un fonds de commerce. Même, vous savez, quand il débat avec Nolo, l'autre aussi alimente ce fonds de commerce, sous la façade de l'antiracisme. Finalement, il donne effectivement à Zemmour une tribune qui lui permet lui aussi effectivement de faire un commerce. Bref, tenir des propos racistes à l'égard des Français de confession musulmane ne relève plus du racisme, mais relève du débat. Voilà, on relègue au débat, regardez, quelque chose qui est particulièrement dangereux. Regardez, notre ministre de l'Éducation nationale, heureusement qu'il y a d'autres ministres qui ont pris leur distance à son égard, il vous explique que cette dame
n'est pas une collaboratrice du service public, elle a le droit d'accompagner les enfants, mais néanmoins, il indique que le voile n'est pas souhaitable. Mais qui est-il? C'est un élu de la République, vous vous rendez compte, ministre, qui se permet de s'ingérer sur la manière dont les citoyens exercent leur liberté de conscience, liberté religieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ce ministre n'est pas un laïc, parce que la laïcité, c'est évidemment la séparation du religieux et du politique, et la laïcité, c'est l'État en tant que garant, neutre, garantit à chacun le libre exercice de son culte, le libre exercice de sa liberté de conscience, lui garantit le droit de croire, de ne pas croire, etc. Et ce monsieur, finalement, vient se gérer dans les convictions religieuses du citoyen. Qu'est-ce qu'il dit le droit? Qu'est-ce qu'il dit le droit? Il ne respecte pas la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Il interdit à des croyants de croire. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en plein paradoxe. Il cultive la contradiction, il cultive le paradoxe. Heureusement, je suis rassuré, des ministres ont pris leur distance à son égard et même des députés. Mais le député d'ailleurs... Tout le monde a suivi, c'est vrai, tout le monde a suivi même le débat de monsieur le ministre de l'Intérieur, le ministère du culte, donc il a pris de la hauteur par rapport à tout ça. Mais comme on a dit au départ, donc, comme on l'a dit, et on a échangé ensemble, donc on est là sur l'arsenal juridique. Donc, un musulman, une musulmane, qui subit des choses comme vous êtes en train de les décrire, quels sont les moyens juridiques pour lui dans un cadre de la République, dans un cadre de la loi? Très facile. Alors, dites-nous. Je veux accompagner une école. Alors, c'est une école privée, mais je peux aller en référent devant le juge des référés, le juge judiciaire, et faire condamner cet établissement pour m'avoir interdit d'accompagner des élèves parce que simplement je porterai mon voile. Si c'est un établissement public, on peut utiliser aussi des référés, le référé liberté, on peut agir en urgence. Sincèrement, je doute très fortement que des établissements publics dans lesquels enseignent des enseignants qui côtoient la diversité religieuse, la diversité culturelle, qui sont très tolérants, je doute que ce genre de faits se produisent. C'est-à-dire que même si le ministre de l'Éducation nationale, dans sa grande ignorance et sa défiance à l'égard de la tolérance, parce que c'est un propos intolérant qu'il tient, je doute que le chef d'établissement le suive. Je pense qu'on n'aura pas ce genre d'incident. À mon avis, je ne vois pas d'incident de ce type-là se produire dans des établissements publics ou privés qui sont le lieu de la tolérance. Les enseignants sont très tolérants, les chefs d'établissement, que ce soit les établissements, les écoles primaires, les collèges publics ou privés, sont des gens tolérants. Vous savez, c'est plutôt les dirigeants politiques. Alors pourquoi le sont-ils tolérants? Intolérants? Simplement, vous avez des élections et chacun court après le Front National, d'accord? C'est tout, le parti Le Pen. Je savais, un jour, Jean-Marie Le Pen a dit les Français préfèrent l'original à la copie. C'était à la suite, vous savez, du discours de Chirac sur les odeurs, etc. Donc, ils sont les grands perdants. Ils sont en train de faire, finalement, le lit du Front National. Ils sont tellement bêtes que cette stratégie, finalement, fascisante, finalement, c'est une préparation de leur propre défaite. Ils sont en train de préparer la victoire de Marine Le Pen. Ce sont des irresponsables. Heureusement, ce qui est rassurant, c'est qu'à la télévision, etc., on a entendu des tas de journalistes et puis aussi des chaînes de télévision critiquer la position de cette chaîne de CNews qui finalement fait passer pour du débat, finalement, des propos qui sont foncièrement, je ne dis pas islamophobes, l'islamophobie n'est pas un délit. Je dis que sous couvert d'islamophobie, de dire on n'aime pas les musulmans, il y a des propos de provocation à la haine raciale, d'incitation à la haine raciale, etc., de stigmatisation, de division, d'un discours, vous savez, de clash des civilisations. Ce sont des abrutis qui font cela. Regardez, notre ministre de l'Intérieur, les formes de la radicalisation. Le canard enchaîné a raison d'appeler ça Monsieur Castaner atteint de ridiculisation. Heureusement, vous savez. Ça, c'est le canard enchaîné. Mais j'aimerais bien, si vous le permettez, parce que comme vous l'avez parlé à maintes reprises, j'aimerais bien connaître, parce que mis à part de poser une plainte en référé par rapport à une femme voilée, y a-t-il d'autres choses comme arsenal juridique qui permet à toute personne qui appartient à une minorité de faire valoir ses droits dans un cadre d'un pays de droit? Oui, alors
devant le juge, on vient de le dire rapidement, Oui, je suis et une d'autres femme voilée et je peux aller devant le tribunal de grande instance en référé, devant le juge administratif en référé en urgence. Vous voyez, puis en urgence, un référé liberté, c'est 48 heures pour statuer. Mais j'ai aussi la possibilité de saisir finalement, comment on appelle ça, les défenseurs des droits. J'ai tout bon. J'ai la possibilité de saisir des ONG qui peuvent écrire, saisir la Commission des droits de l'homme à Genève, etc. Et puis, j'ai la possibilité aussi, en tant que justiciable, j'estime qu'arriver en cour de cassation, finalement, la sanction, c'est pas suffisant. Je peux, moi, comme victime, finalement, d'une infraction, aller devant la Cour européenne des droits de l'homme et faire condamner la France. Alors, soulignons que la Commission des droits de l'homme ne sanctionne pas les États. C'est simplement ce qu'on appelle une sorte d'évaluation, d'observation, et la France n'a pas la belle place. Vous savez, c'est la Commission des droits de l'homme sur, par exemple, la question du voile au travail, qui a dû faire des suggestions. Donc, la Cour de cassation française a tenu, la Cour de cassation française a rappelé qu'un employeur ne peut pas, en tout cas, interdire le port du voile sur le lieu du travail, sauf s'il le fait dans le règlement, mais simplement à l'égard de toutes les religions, et pas seulement à l'égard d'une religion, c'est-à-dire s'il interdit le port d'un signe religieux, notamment pour les salariés qui sont en contact du public. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, dans une agence bancaire, si vous êtes l'informaticien, vous n'êtes pas en contact avec le public, l'interdiction ne se justifierait pas. Si vous êtes le chargé de clientèle, on peut vous interdire de porter un quelconque signe religieux, pas une croix, un voile, etc. Mais la Cour de cassation française, vous voyez, dans un arrêt de 2017, a vraiment très respecté scrupuleusement, en tout cas, les préconisations de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, et elle explique que l'employeur ne peut pas, comme ça, interdire le voile sans raison motivée. Imaginez, par exemple, que je vous dis, un banquier interdit à son personnel en contact avec clientèle de porter des insignes religieux. Mais cette même interdiction ne se justifierait pas si nous sommes à Mayotte, département français. 96% de la population est musulmane. Comment voulez-vous considérer qu'il ne serait pas bien vis-à-vis de la clientèle que les chargés de clientèle soient voilés pour accueillir leur clientèle? Là aussi, vous voyez, par exemple, la déclaration de Blanquet et de Castaner a fait beaucoup rire dans des départements français, parmi lesquels Mayotte, où quand même 95% ou 96% de la population est musulmane. Donc l'arsenal juridique existe pour le citoyen, c'est directement le juge administratif, le tribunal administratif de Lyon, le tribunal de grande instance. C'est par exemple aussi pour les établissements publics, quelqu'un qui est victime, c'est de saisir le médiateur de l'inspection académique, voyez, pour de telles choses. C'est d'écrire au recteur, et les recteurs sur ces questions-là, je pense, sont suffisamment réactifs. Mais je dis que ce n'est pas là. Franchement, ce n'est pas sur ce terrain-là. On ne trouve pas de discrimination de ce type-là émanant des établissements. C'est plutôt les employeurs. Et là, effectivement, ça se passe devant les conseils de prud'homme, ça se passe dans le cadre de plaintes pénales. Et là, effectivement, les plaintes pénales demandent, je dirais, l'instruction des dossiers est trop longue par rapport à la gravité des infractions. Donc, il faudrait sans doute peut-être que le ministre de la Justice donne des instructions au parquet pour instruire plus rapidement ce type d'affaires, pour qu'une discrimination raciale qui se produit en 2000, si je puis dire, 19 ne soit pas jugée en 2023. C'est très important. Il faudrait sans doute, je pense, alourdir cet arsenal répressif. Et puis, surtout, moi, j'avais fait un article il y a très longtemps, en 2000, où j'avais constaté qu'au cours de l'année 2000, il y avait une seule poursuite judiciaire pour des faits de discrimination raciale. Ce qui est évidemment complètement ahurissant. Il y a aussi un phénomène qui explique en partie, mais pas seulement, cette absence de répression, c'est que les victimes qui appartiennent aux minorités musulmanes, quasiment ont, je dirais, pris pour fait accompli le fait d'être victime sans aller porter plainte. Je suis désolé, il faut faire confiance à la police républicaine. Si on est victime de racisme, il n'y a aucune raison de ne pas aller au commissariat porter plainte. Évidemment, il faut apporter des éléments de preuve. On ne peut pas accuser de racisme sans preuve. Mais les minorités de confession musulmane, si je puis dire, s'autocensurent, n'ont pas le réflexe d'aller porter plainte ou d'aller assigner en justice ou devant le conseil des prud'hommes, etc.
Et ça, c'est une attitude qui, de mon point de vue, alimente l'attitude raciste des Zemmour, etc., ou les dérapages de ministres, etc. Et puis, on peut aussi noter par ailleurs, c'est un élément important qui va avec la sanction de l'arsenal judiciaire, c'est quand vous avez des élus municipaux, etc., qui dérapent, il faut les sanctionner. Et la sanction immédiate, c'est évidemment dans l'isoloir, c'est-à-dire écrire à ces élus et protester contre des attitudes ou des propos qui sont ambitieusement ou directement racistes. Il faut utiliser. Donc, vous demandez, si j'ai bien compris, vous demandez à ces minorités de s'impliquer et d'appliquer la loi qui en même temps... ne pas se comporter en victime. Et lorsqu'elles sont victimes, donc, sortir de la victimisation. Oui. Offensive. La meilleure défense, c'est la paix. Vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ici, je ne suis pas d'une guerre évidemment armée, mais s'il s'agit d'une bataille juridique. Et il y a énormément d'armes pour lutter contre le racisme. Il y a ici des comiques qui, effectivement, il y en a aussi qui a écrit à Macron, je crois que c'est Yacine Bellatar, et qui à la fin lui dit Monsieur le Président, il démissionne d'une instance, et il a le sens du comique, ça reste un comique. Il lui a dit avant de légaliser le marijuana, est-ce que vous pourriez légaliser les musulmans en France? Vous voyez, ça, le comique est dans son rôle. Les citoyens sont dans leur rôle en allant sanctionner les maires sortants ou les adjoints aux maires, etc., qui ont des propos tendancieusement ou directement racistes. Et celui qui est victime de faits de racisme devrait aller voir des associations, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, des ONG aussi pourraient saisir aussi directement et écrire à la Commission des droits de l'homme de Genève pour les informer sur l'état du non-respect du droit des minorités par notre pays. Ce n'est pas normal. Les magistrats, je le répète, c'est important. Je tiens à le dire, en France, c'est vraiment un état de droit. Si vous constituez un dossier, que vous apportez la preuve qu'effectivement vous êtes victime d'une discrimination au travail ou ailleurs, etc., je puis vous assurer que les magistrats sanctionnent. Maintenant, écoutez, faisons confiance à la justice, hein, M. Ousmane Al-Filali. Moi, je lui fais confiance. Je la connais, je suis juriste, comme vous l'avez dit, je suis professeur de droit dans les universités. Exactement. Écoutez, vous êtes la bienvenue comme vous le souhaitez pour développer d'autres thématiques concernant cet arsenal juridique, sur les atouts, bien voir aussi les choses à éviter pour les minorités. Donc, il n'y a pas que côté droit, mais il y a aussi les côtés obligations. Bien sûr. Et je vous dis à très bientôt parce que je donne la parole à un historien. Je vous remercie en tout cas pour votre excellente initiative et excellente émission qui permet sans nul doute à vos éditeurs peut-être de ne pas rester isolés et de leur montrer qu'elles ont la possibilité de s'approprier leurs propres armes de défense dans un état de droit, des armes de défense dans le respect de la légalité, tout en étant efficaces. Et vous verrez que ces populations viendront à bout de personnages incolores, innocents, sans saveur, que sans Zemmour, etc. En tout cas, Radio Pluriel, comme tout le monde le sait, c'est le numéro 1 de la diversité ici sur la région lyonnaise. Donc, preuve à l'appui. Donc, on continue toujours dans la diversité. Je vous dis à très bientôt, Monsieur Filali Ousmane, et bienvenue, comme vous le souhaitez, dans cette émission. Au revoir, monsieur. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.